Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous commençons par le sommaire. L'équipe nationale quitte la Coupe d'Afrique des Nations et l'a perdue face au Gabon, pays organisateur par 3-2, un match plein de rebondissements. 340 logements sociaux, une vingtaine de commerces et plusieurs autres services, c'est le contenu d'un important projet d'habitat social lancé cet après-midi par Sa Majesté le roi Mohammed VI à El Jadida. Son coût global s'élève à 85 millions de dirhams. La chute meurtrière d'un ouvrier à Fès, tombé hier du 3e étage. Ce jeune de 23 ans a succombé à ses blessures. Tout un dossier dans ce journal sur les accidents du travail. Sculpture et peinture, l'espace d'une escale. L'aéroport Rabat Saleh abrite une exposition collective jusqu'au 29 février prochain. 3-2, c'est le score qui a sonné le glas à l'aventure de l'équipe nationale à Libreville. Le match contre le Gabon, qui s'est terminé il y a quelques instants, était plein de rebondissements. L'euphorie du premier but marqué par Hossein Kharja n'a pas fait long feu. Les Gabonais ont égalisé lors de la deuxième mi-temps, puis marqué un deuxième but, puis un troisième. L'équipe nationale a marqué un deuxième but juste avant la fin du match, toujours par Hossein Kharja, mais elle se retrouve dans l'obligation de quitter la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous reviendrons dans un instant en détail sur ce match. Je vous le disais en titre, un important projet d'habitat social a été lancé aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI à El Jadida. Il s'agit de deux programmes d'un coût global de 85 millions de dirhams. Il porte sur la construction de 340 logements et 20 commerces. Le groupe Al-Omran s'engage à réaliser ce projet dans un délai de 2 ans. Les détails avec Mehdi Soufiane et Abdelrahim Bouhdioui. Lancés aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, les projets d'habitat social Océan 1 et 2 nécessiteront un investissement de 85 millions de dirhams. Les logements seront construits sur une superficie globale de près de 22 000 mètres carrés. Les travaux vont s'étaler sur une période de 2 ans. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la politique globale du groupe Al-Omran en matière de logement social. Ça concerne la construction de 337 logements sociaux. Il va y avoir également 20 unités pour l'activité commerciale. Et il y aura également une crèche pour les enfants. Par la suite, le souverain a remis des titres de propriété à 10 bénéficiaires du projet immobilier Isdehar, réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Al-Omran et des promoteurs privés. C'est très important d'être propriétaire de son logement, surtout lorsqu'on est père de famille. 140 000 dirhams pour un logement est un prix abordable. Ce projet a été fait en partenariat avec l'Omran, qui met à disposition des terrains à des conditions avantageuses. Et donc nous réalisons une partie à faible valeur immobilière totale, FVIT, à 140 000 dirhams. Ce projet donc de 201 logements a une composante FVIT de 84 logements et le reste qu'on appelle péréquation qui nous permet un petit peu d'équilibrer le projet. Il y a 107 logements péréquation. Quant au projet immobilier Zahrat El-Jadida, présenté aujourd'hui à Sa Majesté le Roi, il portera sur la construction de 1538 unités de logements sociaux. Il nécessitera un investissement de 325 millions de dirhams. Il s'agit d'un projet de réalisation de 1538 logements sociaux, composés de logements de 2 pièces et de logements de 3 pièces, dont les prix vont de 220 000 dirhams à 250 000 dirhams et qui rentrent dans le cadre du projet des logements sociaux à 250 000 dirhams. Le projet Zahrat El-Jadida sera réalisé sur une superficie de 97 000 mètres carrés et sera fin prêt dans un délai de 18 mois. Et le souverain a aussi donné aujourd'hui le coup d'envoi d'un autre projet qui permettra cette fois de résoudre la problématique du logement des étudiants. Dans 18 mois exactement, une résidence universitaire d'une capacité d'accueil de près de 500 lits sera construite dans la ville. 44 millions de dirhams ont été débloqués pour sa réalisation. Reportage Hossein Ouzig, Mohamed Bedawi et Mehdi Soufiane. La première tranche de la résidence universitaire Beit El-Ma'rifa a été réalisée sur une superficie de plus de 15 000 mètres carrés. Cette structure a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. La résidence peut accueillir près de 500 personnes. Ce projet devrait contribuer à la résorption du déficit en matière de logement pour étudiants.
Possibilité pour eux de se consacrer exclusivement à leurs études et ne pas avoir à résoudre des problèmes d'hébergement et des restaurations. Donc cette résidence leur donne cette possibilité. Ça permet aux étudiants qui, en général, logent chez l'habitant, d'avoir un cadre plus agréable, un cadre dédié aux étudiants qui se retrouvent entre eux. On leur permet d'avoir quelques services dédiés. La résidence Beit El Ma'rifa d'El Jadida a été réalisée par une filiale de la Caisse de dépôt et de gestion. Cette structure comprend notamment 2 salles d'études et plusieurs équipements destinés aux étudiants. Avant de rejoindre cette résidence, j'habitais en ville et j'étais locataire, mais ici les conditions d'hébergement sont meilleures et la restauration est prévue pour les étudiants. Ici, il y a une ambiance à les étudiants, par exemple, j'ai un problème, un cours ou le salon. 44 millions de dirhams ont été investis pour la réalisation de la nouvelle résidence universitaire qui a nécessité 18 mois de travaux. Et sachez aussi que Amir El-Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée El-Youssoufi à Casablanca. Autre grand titre de cette édition, cet accident du travail à Fès. Un ouvrier a succombé à ses blessures hier suite à une chute du 3e étage d'un immeuble. La victime, âgée de 23 ans, est tombée au moment où il installait une fenêtre. Souad Zetraoui a mené une enquête sur ce dossier. Le commentaire est de Hanan Farou. Ce témoin est arrivé sur les lieux quelques instants après le drame. L'ouvrier a fait une chute mortelle du 3e étage de ce bâtiment en finition dans le quartier Nassim de Fès. Il était entre 15h30 et 16h. En revenant du stade de football avec mes amis, nous avons aperçu un homme étendu au sol. Les gens s'apprêtaient à prévenir les autorités, c'est là qu'on a compris qu'il était tombé. À ce moment-là, nous avons appelé les secours. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sang, mais il est bien mort sur le coup. Cet accident mortel relance le débat de la sécurisation des chantiers en ville. À Fès, rien que la semaine dernière, 3 ouvriers sont morts et un a été grièvement blessé. Les dossiers se multiplient chez les avocats. Tout ouvrier travaillant pour une société quelconque et qui est victime d'un accident de travail est protégé par le Daïr 63. Un dédommagement est garanti par la loi suite au préjudice qu'il subit. Mais pour obtenir la qualification d'accident de travail, les conditions de sécurité doivent auparavant avoir été respectées par le salarié. Exemple, le port du casque sur le chantier est obligatoire mais souvent négligé par les ouvriers. Une commission d'élus de la ville effectue quotidiennement des tournées sur les chantiers pour sensibiliser et éviter un drame de plus. Une nouvelle mesure pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées au logement. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville, Nabil Mnabla, a affirmé que la priorité sera accordée aux personnes à besoins spécifiques dans l'acquisition des appartements en rez-de-chaussée des projets du logement social. Les promoteurs immobiliers seront tenus à intégrer cette disposition dans les cahiers des charges, a-t-il souligné lors d'une rencontre organisée par le groupe Al Omran et l'Amicale marocaine des handicapés aujourd'hui. Le ministre a ajouté que le gouvernement est déterminé à introduire des dispositions spéciales au projet du Code de l'urbanisme exigeant cette condition dans les plans de lotissement à construire. Écoutons Nabil Mnabla. Une politique de la ville, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est le sport, c'est le développement social, c'est les transports, c'est l'eau et l'électricité. C'est comment agencer la vie des gens, c'est l'emploi, c'est la lutte contre le chômage. Donc vous vous rendez compte de la transversalité des problèmes liés à la politique de la ville. Et de ce fait, il faut un outil qui puisse voir concourir toutes ces énergies pour aller dans un même sens, à savoir des villes plus accueillantes, plus équilibrées et qui soient en même temps capables de lutter contre toute forme d'exclusion. Les prothèses mammaires PIP étaient bel et bien commercialisées au Maroc. C'est ce que vient de confirmer aujourd'hui le ministre de la Santé, El Hussein Ouardi, et qui a recommandé le retrait. Une société avait obtenu l'autorisation et l'enregistrement de ce gel défectueux par le ministère de la Santé en 2005. L'équipe a fermé ses portes et n'existe plus depuis 2010 suite à une liquidation judiciaire. Et écoutons à ce propos ce sonore du ministre de la Santé, El Hussein El Ouardi. Il faut noter d'emblée
que au Maroc, nous ne disposons d'aucune législation imposant ce type d'enregistrement. Pire encore, mieux encore, il n'y a pas de loi qui concerne qui réglemente les dispositifs médicaux, même en dehors des prothèses mammaires. En tout cas, la conclusion est la suivante et la décision a été suivante. Nous recommandons à toutes les femmes marocaines ayant bénéficié de ce type de prothèse au Maroc ou à l'étranger de consulter leur médecin pour les retirer. Et si on leur recommande ceci, c'est dans un but préventif et par mesure de précaution. Principe de précaution uniquement, il y a la seule complication reconnue jusqu'à ce jour étant l'irritation due au passage du liquide du gel dans les tissus après la rupture. Il n'y a jamais eu de confirmation de liaison de cause à effet entre ces prothèses mammaires et le cancer. La coopération entre le Maroc et la Banque européenne d'investissement. Le ministre de l'économie et des finances, Nizar El-Baraka, et le vice-président de la BEI souhaitent la renforcer. Les deux hommes ont discuté aujourd'hui à Rabat des aides non remboursables et des prêts qui pourraient être octroyés au Maroc pour financer les projets de modernisation économique tracés par le nouveau gouvernement. Chahib Hamadi et Aïssa Massouli. Comment combiner les prêts et les aides non remboursables pour des solutions de financement optimales? La question est ouvertement posée par le ministre de l'économie et des finances au vice-président de la BEI. Pour Nizar Baraka, les réponses permettront de tracer les priorités du nouveau gouvernement en termes de modernisation économique. Beaucoup d'investissements sont financés à travers la BEI, des investissements structurants pour notre pays, dans le domaine de l'automobile avec Renault, donc qui sera inauguré très prochainement, dans des domaines sociaux avec les routes rurales, mais également dans des domaines structurants au niveau notamment des stratégies sectorielles. La Banque européenne d'investissement a été créée par le traité de Rome. Depuis octobre 2002, ces financements dans les pays méditerranéens, comme le Maroc, sont réalisés dans le cadre d'un organisme appelé la FEMIP, Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat. Il était extrêmement important de montrer que nous étions à l'écoute du nouveau gouvernement marocain qui reprend les orientations structurelles et qui essaie de trouver une nouvelle dynamique et nationale et régionale. Donc nous avons discuté des projets d'investissement que nous pourrions financer rapidement et nous avons tout de suite trouvé des projets. En octobre 2009, la BEI avait accordé 225 millions d'euros, soit près de 2 milliards de dirhams pour l'aménagement du réseau autoroutier marocain. Entre 2007 et 2013, plus de 10 milliards d'euros sont consacrés par l'institution européenne pour soutenir des projets dans les pays méditerranéens. Le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est aussi à Rabat. Jean Fischer a eu une série d'entretiens avec plusieurs responsables marocains. Le numéro 2 de la Board s'est notamment entretenu avec le chef du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de Banque El Maghreb. Sa visite a pour objectif d'examiner le démarrage effectif de l'activité de la Board au Maroc dans différents secteurs économiques. Direction Davos en Suisse où se réunit l'élite de l'économie mondiale. Le forum annuel qui s'est ouvert mercredi dernier est placé cette année sous le signe d'un nécessaire renouveau pour sortir du marasme économique. Abdellah Belkirani c'était son premier déplacement officiel à l'étranger depuis son investiture. Le chef de l'exécutif a rappelé que le Maroc poursuivra ses réformes structurelles et s'emploiera à améliorer le climat des affaires. Les explications de Mehdi Boukhari. Pour son premier déplacement à l'étranger, Abdellah Belkirani s'est montré à la fois rassurant et convaincant. Le chef du gouvernement a profité du forum de Davos pour lancer un appel aux investisseurs étrangers, une main tendue destinée à rassurer. Par ailleurs, la nouvelle équipe gouvernementale s'est engagée à maintenir le cap des réformes initiées dans le royaume. Les participants au forum de Davos ou encore le reste du monde veulent soutenir l'expérience marocaine, vu son caractère pacifique et son respect des principes de la démocratie, ainsi que d'autres spécificités. Si le printemps arabe a insufflé un vent de démocratie au Maghreb, il a également impulsé une nouvelle dynamique économique, de nouvelles opportunités grâce auxquelles le Maroc ou la Tunisie espèrent attirer les bailleurs de fonds en quête de croissance.
Les expériences tunisiennes ou marocaines sont pratiquement similaires. En revanche, le Maroc jouit d'une réelle sérénité et stabilité sociale, alors que la Tunisie dispose d'une expérience politique, mais avec plusieurs défis économiques. J'ai écouté le discours d'Abdel Ben Kiran, des propos tout à fait logiques sur comment concilier entre stabilité et changement en même temps. Je suis optimiste pour ce qui est du printemps arabe et de l'avenir du monde arabe, et surtout pour ce qui est de l'expérience marocaine. Franc, rassurant, décidément, Abdel Ben Kiran a marqué le coup à Davos. Il a rappelé que les évolutions politiques au Maroc sont aujourd'hui une réelle force d'attraction. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de promouvoir son programme politique, faisant de la lutte contre la corruption l'un de ses principaux chevaux de bataille. Et loin de cette station de ski en Irak, au moins 30 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la capitale dans un nouvel attentat anti-chiite. 8 membres des services de sécurité figurent parmi les victimes. L'attentat à Bagdad a été perpétré près d'un hôpital dans un quartier chiite alors qu'environ 150 personnes étaient rassemblées pour assister à l'enterrement d'une famille tuée hier soir par des inconnus armés. Le kamikaze s'est approché en voiture du convoi funéraire qui se déplaçait à pied et a fait détonner sa charge. 3 autres personnes ont par ailleurs été tuées dans des violences à Mossoul, dans le nord du pays. Retour au Maroc, les associations féminines ne décolèrent pas. Elles continuent de vitupérer contre la physionomie quasiment masculine du cabinet de Abdel Ben Kiran. Le gouvernement répond à leur récrimination en promettant des mesures effectives pour améliorer la situation de la femme. Reportage de Diahmouchi et Aïssa Massouli. Dès l'annonce de la composition du gouvernement, les féministes n'ont eu de cesse de dénoncer la présence d'une seule femme ministre parmi les 30. Dès lors, leurs espoirs s'étaient portés sur la déclaration de politique générale. Jugé décevant, le programme gouvernemental est fustigé à son tour. Nous avons milité pendant 30 ans pour promouvoir les droits des femmes. Cet aspect n'est pas cité dans le programme gouvernemental. L'approche genre non plus d'ailleurs. Le programme n'a pas énuméré d'engagements clairs, précis et chiffrés. Nous notons aussi l'absence de politique définissant les droits des femmes dans la santé, l'enseignement, l'emploi ou encore la sécurité. Nous voulons que le programme définisse des engagements clairs avec des mesures concrètes. Parmi nos recommandations figure la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles concernant notamment l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les militantes appellent à l'instauration de l'égalité dans les politiques publiques. Hier, le chef du gouvernement promettait de mettre en place une dizaine de mesures pour remédier à la sous-représentation de la femme dans les postes de décision et au niveau des états-majors politiques. Nous travaillons actuellement pour élaborer une loi qui instaure des quotas pour les femmes, pour l'accès aux postes de responsabilité et au conseil d'administration. Nous voulons aussi aller dans le sens de la révision des statuts des formations politiques en vue de promouvoir la place de la femme. C'est le problème de tous, car même au sein de l'organe législatif, à la Chambre des représentants notamment, aucune femme n'a été élue à la tête d'un groupe parlementaire. Les associations féminines revendiquent l'instauration des mécanismes institutionnels pour une plus grande représentativité de la femme dans tous les organes élus. Elles réclament aussi la mise en œuvre effective du contenu de la Constitution qui consacre les principes de l'égalité et de la parité. Et nous revenons comme promis au match Maroc-Gabon, un match décidément non dépourvu de suspense. Les Lions de l'Atlas affrontaient il y a quelques minutes leurs homologues gabonais sur le propre terrain de ces derniers, avec toute la pression que cela suppose et les résultats que l'on connaît maintenant. 3-2 en faveur des Gabonais, c'est donc la grosse déception et le départ précipité du 11 national de la Coupe d'Afrique des Nations. Le compte-rendu de ce match avec Pissanzaro. Ces 90 minutes étaient sans aucun doute les plus dures à supporter. Le Maroc n'a pas su négocier son match avec 2 défaites, 0 point compteur. Les dés sont jetés pour l'11 national. Maroc-Gabon, c'était le match de la dernière chance pour espérer rester en compétition. Justement, pas trop le choix pour la sélection marocaine qui s'est mise dans une situation délicate dans le groupe C après sa défaite d'entrée face à la Tunisie. Du coup, il fallait un réveil, mais pas n'importe lequel.
Certes, la mission des hommes d'Éric Guéret s'annonçait particulièrement difficile face aux Gabonais de Guerneror qui avait justement l'avantage de jouer à domicile. Et bien après plusieurs tentatives, le Maroc ouvre le bal à la 25e minute de jeu. Le numéro 10, Belhenda, sert Houssine Kharja. Le capitaine inscrit le premier but et signe au passage son deuxième but de la compétition. 1-0 à l'issue de la première période, une première mi-temps assez vivante dans l'ensemble. En seconde période, le 11 national se devait de renforcer cet avantage. Et bien non, complètement perdu. Il trébuche, le Gabon, très en confiance, parvient à égaliser par l'intermédiaire de Ben Mayang avant de prendre l'avantage grâce au but de Daniel Cousin. En manque d'agressivité, le Maroc bénéficie d'un pénalty. Il sera concrétisé par Kharja. Résultat insuffisant puisque Banoni Goyé marque le troisième but, synonyme de victoire. La Tunisie et le Gabon sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Changeons de sujet maintenant, parlons médias. Les résultats du dialogue national médias et société ont été aujourd'hui au menu d'une rencontre axée sur ce sujet et réunissant plusieurs experts. Selon les participants, ces recommandations constituent le meilleur tremplin pour la réforme du champ médiatique national dans le cadre de la nouvelle constitution. Ils ont à cet effet souligné que ce chantier est tributaire d'une réelle volonté politique de réformer ce secteur. Je rappelle que parmi les recommandations de cette étude, des textes spécifiques régissant l'investissement, la publicité, l'accès à l'information et l'autorégulation, ainsi que la qualité et la responsabilité vis-à-vis de la société. Et nous terminons ce journal avec une exposition artistique collective à l'aéroport de Rabat Salé. Une vingtaine d'artistes marocains proposent aux passagers leur dernière toile et sculpture. Reportage Bouchara Efressi et de Kautsar Dahdoua. En plus des dernières rénovations, transiter par l'aéroport de Rabat Salé est désormais plus agréable. L'art contemporain y fait son entrée pour la première fois. Cette exposition donne de la couleur au couloir de l'aéroport. C'est une première au niveau de Rabat, mais au niveau d'autres aéroports, ça existe déjà. Ça existe à Casa, à Agadir, Essaouira, Marrakech. Donc nous avons déjà entamé cette procédure auparavant et ça a trouvé du succès. Un catalogue réunit l'intégralité des œuvres ainsi que le parcours de 21 artistes marocains. C'est une exposition pour les artistes marocains, pour des peintres et photographes. Donc c'est une exposition qui est dédiée à une certaine catégorie de spectateurs qui sont de l'art marocain. C'est les passagers par voie aérienne. En plus de 6 artistes originaires de Rabat, l'exposition regroupe des créateurs de différentes régions du royaume. Dans cet aéroport flambant neuf, l'objectif est de permettre aux voyageurs de faire une halte pour découvrir les créations marocaines. Et voilà pour l'actualité de ce vendredi 27 janvier, le dernier journal en langue arabe présenté par Salahdine Roumari et vers 23h50. Bonne soirée à tous, à demain.